Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je t'emmerde tous, c'est un coup de dimanche, je suis quoi à la con? Tonnerre sous les podcasts est le podcast qui vous est proposé par la Exploitation Prod, là où notre YouTube nous permet de nous consacrer majoritairement au cinéma. Ici, au micro de la X, le champ culturel est bien plus large. BD, jeux vidéo ou encore séries télé, tout est possible. Au sommaire de ce premier épisode, nous allons nous attarder sur la série animée culte de la plateforme Netflix. Créée en 2014 par un certain Raphaël Bob Waksberg, nous allons parler de la série BoJack Horseman. Je suis Roman Dagbert et je serai votre principal présentateur. Et pour m'accompagner, je serai toujours entouré d'un ou plusieurs membres de la X. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alexandre Farrugia, ex-colosse de la région PACA, qui est à la philosophie ce que Lino Ventura est à la classe et à la sociologie ce que Jean-Patrick Manchette est à la poésie. Alexandre, salut. En tant que Jean-Patrick Manchette de la sociologie, bonjour. Voilà, c'est ça. Bon, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien, très content d'inaugurer cette suite de podcasts et de voir comment la X évolue et se propage. Bah cool, se propage, c'est une maladie la X. C'est ça. Ça te tombe sur la gueule et après t'es pas bien. Alors, donc ouais, on va parler donc de BoJack Horseman. C'est toi qui avait eu, qui est à l'initiative de ce podcast. C'est souvent comme ça, hein. D'ailleurs pour les podcasts c'est surtout moi qui demande aux autres de l'équipe de quoi vous avez envie de parler, et toi spontanément t'as proposé BoJack Horseman. Donc d'abord, quand est-ce que t'as découvert cette série ? C'est quoi un peu ton rapport avec BoJack en fait ? D'où tu la connais ? Comment ça fait combien de temps que tu la regardes ? Alors BoJack, c'est une série que j'ai découvert quand la 3e saison est sortie, simplement en me baladant un petit peu sur Netflix, et c'est à une époque où je consommais encore peu de séries comme je peux en consommer aujourd'hui. Mais je commençais déjà à mettre en place un peu, avant de rentrer dans une série, de faire quelques recherches préliminaires. Et j'avais vu que la saison 2 et 3 de BoJack avaient été extrêmement bien notées et étaient vraiment très mises en avant sur internet, là où la saison 1 avait apparemment un petit peu déçu, mais voilà, j'avais été un peu curieux de cette évolution de la série. Donc j'y suis rentré voilà, à la sortie de la saison 3, j'ai pris un petit moment pour la regarder. J'ai eu du mal au début, pour être honnête, parce que c'est vrai que la saison 1 est un peu difficile au niveau de son rythme, au niveau de son humour. Et à force de m'accrocher, de regarder un épisode de temps en temps, je me suis retrouvé sur la saison 2 à vraiment binge-watcher. Je suis arrivé à la fin de la saison 3 détruit émotionnellement et psychologiquement par cette saison 3 qui est juste terrible, absolument terrible. Et du coup, depuis, en fait, c'est la première fois qu'une série, pendant 2 semaines, je continuais vraiment à penser à cette scène de fin, à me questionner, à être inquiet pour les personnages, quoi. Et j'ai eu vraiment un gros choc émotionnel sur la fin de la saison 3, et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui apprécient cette série. D'accord. Ce qui fait que depuis la sortie de la saison 3, j'ai attendu chaque saison avec beaucoup d'attente, beaucoup d'impatience. D'accord. Pour essayer de retrouver cet élément émotionnel et je pense que c'est important de le noter, que j'ai retrouvé à chaque fois, dans le sens où c'est pas cet élément qui va faire que tout après paraît fade comme on peut le retrouver dans certains univers. C'est vraiment, j'ai trouvé que la série ne faisait que gagner en qualité, mais devenait de plus en plus réflexive sur son support, devenait de plus en plus réflexive sur les limites et les possibilités qu'offre son médium. Autant le fait d'être une série télé que le fait d'être une série télé Netflix. Ouais. Et donc c'est vrai que j'ai un peu ce rapport à BoJack comme une œuvre qui me touche profondément émotionnellement, mais qui est aussi le support de beaucoup de mes réflexions quant à ce que la série télé est. Parce que la série télé, sous un format comme Netflix, c'est-à-dire avec une saison qui sort d'un coup, avec une com assez particulière, une manière de consommation qui change de cet épisode qui sort toutes les semaines, voilà, de ce que la série de Netflix donc est, et de manière générale de la manière dont la série télé va venir questionner son rapport au cinéma et sa différence et les points de contact, etc. D'accord, ok. Ok, ouais, donc alors je précise pour les auditeurs, là ça va être beaucoup Alexandre qui va expliquer son rapport à BoJack, hein. Ça va pas ressembler à une interview parce que je vais participer quand même, mais parce que pour le coup là dans ce qu'il vient de décrire, moi je fais partie de ceux qui ont décroché à la saison 1.
C'est-à-dire que moi j'ai toujours profondément aimé l'animation américaine, surtout avec un humour un peu satirique, tout ça. J'étais biberonné à South Park, donc à partir de là forcément. Et c'est vrai que Netflix, mine de rien, ils ont beaucoup investi dans cette niche, quoi. Moi je sais que moi j'aime bien ce Big Mouth. Oui, Big Mouth. Pour le coup, c'est Big Mouth, moi que j'aime bien. Et c'est vrai que BoJack, j'avais essayé à l'époque et ma porte d'entrée c'était Aaron Paul, parce qu'il y a Aaron Paul de Breaking Bad qui prête sa voix au casting et il est producteur. Et donc je m'étais intéressé pour ça. Et au final, après quelques épisodes, c'est vrai que comme tu dis, tu vois, l'humour était un peu particulier et moi j'avais vraiment un côté. Ça ressemblait vraiment beaucoup à ce que peut faire un écrivain comme Bret Easton Ellis, qui j'adorais les bouquins au lycée par exemple. Et bizarrement aujourd'hui c'est quelque chose qui me touche, mais alors plus du tout, quoi. Le côté introspectif, le côté très cynique en fait, très cuve d'acide dans les émotions, et du coup c'est vrai que j'avais eu un peu de mal, mais donc là on parle de comment on a apprécié chacun la série, mais est-ce que tu te sens de la pitcher un peu pour quelqu'un qui ne connaît pas BoJack Horseman, parce que là on raconte comment on l'a découvert, mais ça parle de quoi? Alors, le synopsis de la série en elle-même, on suit les aventures du personnage éponyme, donc BoJack Horseman, qui a été dans les années 90 la star d'une sitcom qui s'appelait Horsing Around, où il jouait le père de 3 orphelins, qui était une série comique qu'il avait fait auprès de son producteur et ami. Et on le suit 20 ans plus tard en fait, comme une espèce de star complètement has-been qui est pété de thunes mais qui ne sait pas quoi faire de ses journées et de son argent dans le Hollywood de son époque, dans lequel il ne se reconnaît plus, mais dans lequel il est dans un besoin total de reconnaissance de la part de ces gens-là, alors qu'il est vu comme la star de Horsing Around, ce qui fait qu'il est déjà dans cette difficulté identitaire de vouloir être accepté, mais de constamment se présenter comme celui qui a fait il y a 20 ans quelque chose, ce qui l'empêche d'être accepté. La série commence lorsque BoJack espère revenir sur le devant de l'affiche grâce à la publication d'une autobiographie, qui est en fait réellement une biographie, qui sera dit être une autobiographie, et qui sera donc écrit par une... Et qui est trop drôle parce qu'au début il fout rien. Ah oui, il est complètement... Enfin, il s'en fout, il pense vraiment que sa vie peut être racontée par quelqu'un d'extérieur, mais c'est vrai qu'il tombe sur l'un des autres personnages principaux de la série qui s'appelle Diane Nguyen, qui est doublé par Alison Brie, qu'on connaît de Glow et de Community, et qui, elle, se définit très souvent comme une féministe de la 3e vague, pour au final beaucoup tomber dans les petits travers que tout le monde a aussi sur les réflexes de jugement qu'on peut avoir. Tout à fait. Voilà, donc on va suivre, en tout cas pour la première saison, la tentative pour BoJack de revenir sur le devant de la scène. Voilà, le point de départ, c'est ça en tout cas. Voilà, il est entouré de plusieurs personnes. Il va avoir son voisin, qui est lui-même une star des années 90 d'une autre sitcom. D'accord. Qui est donc Monsieur Peanut Butter. Alors, il faut peut-être préciser que la série met beaucoup en place des animaux anthropomorphiques. C'est ça, comme c'est une série animée, l'animation fait qu'ils peuvent se permettre ça, et donc c'est un univers dans lequel se croisent humains et animaux, et il y a aussi notamment beaucoup de gags qui sont passés sur l'aspect animaux, aussi bien sur le fait que le décalage on s'en fout, parce que le monde a toujours été comme ça, ce qui nous en tant que spectateurs peut nous faire beaucoup rire, mais aussi sur le fait que leurs différences sont acceptées, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte quand même le nez de BoJack peut l'empêcher de passer certaines portes par exemple. Tout à fait, et c'est surtout des traits de personnalité. Il y a beaucoup la série a un humour très slapstick, donc il va y avoir beaucoup d'effets visuels et de gags visuels sur les espèces des personnages, mais pour les personnages principaux, leur espèce conditionne leur trait de personnalité. Par exemple, Monsieur Peanut Butter, qui va être donc le voisin de BoJack, est très naïf, parce que c'est un labrador, donc il est très naïf, toujours très agité, mais il est aussi toujours très content de voir BoJack, et il se retient constamment d'aboyer quand il y a une sonnette. On suit également l'agent de BoJack, qui est son ancienne petite amie, qui elle est Princess Caroline, pour qui la tension va principalement être de séparer sa vie privée et sa vie professionnelle, sachant qu'il est complètement absorbé par sa vie professionnelle. D'accord. Sauf que sa vie professionnelle se résume beaucoup à BoJack, qui est son ex-petite amie. D'accord. Donc voilà. Et on va avoir donc Aaron Paul, comme tu le disais, qui va jouer Todd,
Todd qui concrètement en fait on ne sait pas grand chose de lui à part qu'il Il est squatte là, quoi. voilà, il squatte sur le canapé de BoJack et Todd, il est là, voilà. quoi. Ok. Donc c'est un peu cette dynamique et voilà, au fur et à mesure des saisons le personnage de BoJack va beaucoup vivre d'introspection et de moments difficiles qui vont l'amener à essayer de réaliser certains de ses rêves. On pense par exemple à l'adaptation de... Il veut faire donc c'est, en tant qu'acteur, il est très porté par le fait de faire l'adaptation d'un de ses romans préférés qui est Secrétariat, qui a été écrit par un autre cheval qu'il admirait. D'accord. Voilà. Et donc, en tout cas, le pitch de départ, c'est ça. Ok. Pour préparer ce podcast, ça te tenait à cœur que je vois un épisode en particulier, un épisode de la saison 5, qui est le numéro 6. Donc c'est un épisode qui... donc pour ceux qui n'ont pas regardé la série et qui veulent se garder la surprise, c'est pas un podcast pour vous, hein, je suis désolé, mais pour ceux qui ont déjà vu, ou alors tout simplement si vous en foutez des spoilers, vous pouvez rester parce que nous on va spoiler à mort, il faut de toute façon. Et en fait donc c'est un épisode qui s'ouvre sur un souvenir de BoJack avec son père, où il lui donne une leçon de vie assez triste et cynique, hein, où en gros tu peux que compter sur toi, en gros c'est tu nais seul et tu meurs seul, quoi, ce qu'il lui apprend. Le générique apparaît, et après le générique, on comprend qu'on est à l'enterrement de sa maman, on est aux funérailles de sa mère. Et en fait, l'épisode est assez original parce qu'un épisode de BoJack Horseman, c'est en moyenne 20 minutes, et là, les 20 minutes sont respectées. Mais surtout, on ne va jamais quitter le discours que fait BoJack pour l'enterrement de sa mère. C'est ça, on a environ 3 plans de caméra qui sont tous centrés sur BoJack. Et pendant 20 minutes, il fait un stand-up, en fait. C'est ça, tout à fait. Il fait vraiment un stand-up, mais avec l'humour, avec le cynisme, avec tout ce que ça implique. Mais comme le stand-up l'est de manière générale, souvent un bon sketch de stand-up, c'est quand le comédien se livre aussi, quoi. C'est à la fois de l'humour et de l'introspection. Et là, c'est un épisode qui fait très clairement ça. C'est ça. Donc, qui va donc exploiter un des gros systèmes de défense de BoJack, qui est de faire de l'humour parce qu'il sait pas pleurer. Voilà, ne sachant pas pleurer, affronter ses émotions, BoJack va faire passer ça sous une espèce d'humour cynique. Voilà, tout à fait. Alors moi, c'est un épisode que j'ai trouvé super intéressant pour plein de choses sur le fond. Mais toi, il y avait une raison particulière pour laquelle tu voulais me montrer cet épisode-là avant de faire le podcast, et je te laisse expliquer. Oui, tout à fait. En fait, j'ai hésité entre cet épisode-là et l'épisode 4 de la saison 3. Parce que ce sont 2 épisodes qui sont vraiment des moments de bravoure de la part de la série, qui sont des épisodes presque complètement détachés de tout le reste de la série et qui vont se poser sur un point. Donc là, on avait vraiment le fait de ne jamais quitter le personnage et de juste 26 minutes d'un long monologue. L'épisode 4 de la saison 3 est entièrement muet et tout va passer par la narration visuelle. En fait, je trouve que ces épisodes-là concentre et cristallise beaucoup de choses, comme je disais, je trouve que BoJack amène dans la réflexion sur ce qu'est une série. C'est une question qu'on se pose beaucoup, qui nous paraît assez intéressante, nous deux, et puis dans les discussions qu'on a, c'est de savoir identifier, si c'est possible de l'identifier, ce qui fait la spécificité d'un médium. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire en dessin, mais pas exactement de la même manière, pas forcément aussi bien, mais pas de cette manière-là, avec un autre médium. C'est qu'est-ce qui est propre à un médium, et puis du coup, par conséquent, comment on le traduit en fait. Voilà, comment on adapte d'un médium à l'autre, et qu'est-ce qu'une adaptation pertinente, tout ça ouais, par exemple, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Ouais. Par exemple, pour quelqu'un qui aura joué à Zelda Breath of the Wild, c'est très difficile d'imaginer Zelda sous un autre format que sous un jeu vidéo, puisque le jeu vidéo amène le fait que la narration dépend des actions de celui qui y joue, et Zelda exploite à fond ça. Et je trouve qu'il y a une difficulté dans le médium de la série télé, qui est sa difficulté de se distinguer du cinéma de manière plus générale, et pourtant on a tous quand même, je pense au fond de nous, la conviction qu'il y a une différence. Mais elle est difficile à mettre en mots, parce que si on devait définir ce qui fait la spécificité du cinéma en tant que médium, on en arriverait, alors pour le dire vite, on pourrait en arriver à l'idée que le fait d'allier le visuel, la narration et un propos, ça va mélanger la possibilité pour le spectateur de s'engager émotionnellement dans ce qu'il voit, et donc d'avoir une puissance évocatrice par rapport à ce qu'il voit visuellement. Ça va permettre par la narration d'avoir assez d'espace dans cette émotionnalité pour y projeter aussi nos éléments personnels, dans notre parcours, dans notre expérience, dans nos valeurs. On va réussir à se projeter au sein de cette narration, et donc de se
mettre dans les enjeux du personnage. Et le fait qu'il y ait un propos au film va permettre, sur un plan plus rationnel, d'orienter notre vécu du film. Et donc on va pouvoir en tirer une expérience qui va être à la fois personnelle, émotionnelle et intellectuelle, puisque le film va nous guider dans notre compréhension de nos émotions. Mais ça, c'est quelque chose qui peut également s'appliquer, donc je dis ça très vite évidemment, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer également à la série. Parce qu'en fait, c'est le propre de l'audiovisuel. C'est ça. Et il me semble que BoJack est très intéressant sur sa manière de considérer la série non pas seulement comme de l'audiovisuel, mais comme une certaine forme d'audiovisuel qui peut se développer comme un médium à part entière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu se poser ces questions-là, selon moi, hein, c'est que ce débat, il naît à partir de l'arrivée du numérique, en fait. C'est un vrai débat qui naît à l'arrivée au numérique et à Internet, parce que, tout simplement, avant, si on regarde des vieilles séries télé, on les tournait en péloche, du coup on prenait des caméras et des pellicules qui coûtaient moins cher, donc forcément on pouvait pas se permettre d'avoir une image qui rappelle le cinéma. Donc il y avait vraiment ce côté, la télé c'est la petite lucarne et le grand écran c'est le cinéma, c'est le truc un peu plus luxueux, c'est tout ça. C'est ce qu'on va voir dans Les Sopranos notamment, qui est une excellente série, mais où effectivement le visuel, de par la qualité de la pellicule, ne sera jamais et là attention, hein, je parle vraiment que d'un point de vue technique, hein, je ne parle pas de mise en scène. Parce que on adore Les Sopranos. Non, mais la mise en scène des Sopranos elle est incroyable, c'est pas le sujet, c'est pas ça mon propos. Mon propos c'est de dire que là où avant ce débat n'avait pas lieu, parce que c'était vraiment deux médiums profondément différents. Dans leur modèle de production et par conséquent dans la manière dont on les écrit. Je vais donner un exemple qui va parler à notre génération, ou si vous regardez des vieilles séries, hein, moi c'est ce que j'appelle l'écriture Scooby-Doo, quoi. C'est-à-dire que chaque nouvel épisode ça va être une enquête, mais si tu regardes la vieille série Sherlock Holmes, tous les matins il se lève à Baker Street, tous les soirs il se lève à Baker Street, et si t'as loupé 5 épisodes, c'est pas grave, Sherlock sera toujours le même. Et Scooby-Doo, si tu loupes 10 épisodes, il sera toujours le même. Il n'y aura jamais un épisode où il va apprendre de ses erreurs. Et donc il y avait un peu ce côté soit rituel, soit ou alors s'il y avait une continuité narrative, on avait quand même des passages obligés dans la narration. Dallas, il y a des événements marquants, hein, qui a tiré sur JR, hein, la fameuse grande question que les téléspectateurs se sont posés entre deux saisons, hein, ça a été le grand cliffhanger. Mais un épisode de Dallas, c'est toujours le générique, au bout d'un quart d'heure, il va y avoir le truc, l'élément perturbateur, un quart d'heure plus tard, va y avoir un Deus Ex Machina, etc., etc., quoi. Et en fait, quand est arrivé le numérique, on a pu commencer à faire des images cinéma. Et donc, c'est très vulgaire ce que je viens de dire, hein, mais c'est en même temps comme ça que les pensent les producteurs. Donc c'est comme on peut faire une image qui peut ressembler à une image de film, qui a la qualité d'un film, donc on peut faire des sous-films, en fait, d'une certaine manière. Et c'est là où il commence à arriver des séries qui ne sont plus du tout écrites de la même manière. J'adore Breaking Bad, mais Breaking Bad, sur le papier, c'est un film, en fait. C'est vraiment, dans son évolution, c'est un film. C'est un film qui est étiré sur 5 saisons. Et donc, c'est intéressant, aujourd'hui, d'avoir des séries qui gardent la spécificité de la série télé, mais qui juste poussent le bouchon un peu plus loin, grâce aux plateformes, grâce à tout ça. Et donc là, je te laisse aller. Oui, tout à fait, parce que une série très classique comme Les Sopranos va effectivement permettre à ces personnages d'évoluer et d'apprendre, mais va mettre en scène cette évolution au sein de l'épisode. Et c'est d'ailleurs un gag très récurrent chez Tony, le personnage principal des Sopranos, qui il va à chaque fois qu'il va essayer de se concentrer en disant j'essaye de canaliser ma colère donc je ne m'énerve pas, il va en général buter un mec 2 épisodes plus tard. C'est ça. Donc c'est un peu ce gag justement chez Tony, sa difficulté à apprendre. Mais on pourrait dire que c'est plutôt lié au personnage de Tony qu'à la série, mais non, c'est parce que c'est sérigénique d'avoir un personnage comme ça. C'est que la série marche parce que le personnage n'apprend pas. C'est ça. Et même dans une série effectivement plus moderne comme Breaking Bad, alors tu disais on peut faire des sous-films, si c'est les frères Russo qui filment, ça sera tout pourri, mais effectivement c'est la possibilité. On parle pas de la qualité des séries, là, on parle des modèles de production. Voilà, en puissance, une série peut arriver à un niveau de qualité, ce qu'a fait House of Cards, hein, tout à fait, hein, je veux dire, quand on regarde la qualité d'House of Cards, c'est la même qualité que sur les Fincher de cette époque, sur Zodiac, sur The Social Network, etc. Voilà, hein. D'un plan purement visuel, je parle. Mais oui, voilà, Breaking Bad va redéfinir le fonctionnement d'une série dans le fait de se permettre des moments visuels beaucoup plus forts et de permettre une vraie évolution de ses personnages. Mais ça, sur un film de 3 heures, on peut le retrouver aussi. C'est surtout qu'avec Breaking Bad, à mon sens, ce que BoJack a gardé et ce que Breaking Bad, du coup, perd totalement, et je dis pas que c'est pas bien, je dis que ça dépend comment on le fait, en fait.
Mais ce que dans Breaking Bad on perd, et ce que du coup dans les séries qui me font chier, on perd ça souvent, c'est la quotidienneté. C'est ça, le sentiment de quotidienneté. Ce que Mad Men et Soprano font extrêmement bien. C'est ça. Mais justement, BoJack arrive justement à une époque où Netflix commence à s'imposer comme un producteur de séries assez puissant. Et il arrive à une époque où Netflix est en train de changer les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la série, ça va vraiment être un réflexe le soir. C'est plus une attente, on sait qu'à 20h50 elle est là, c'est là quand on a un moment, quand on a une heure. On va prendre, et le binge-watching, c'est complètement répandu parce qu'avant on ne pouvait binge-watcher que si on achetait le coffret de la saison de la série. C'est ça. Donc là on arrive vraiment à une époque où les gens enchaînent les épisodes, s'arrêtent quand ils veulent, reprennent quand ils veulent, ce qui change complètement pour quelqu'un qui fait bien son travail en tant qu'écrivain de série, ça change complètement la manière de concevoir la série puisqu'on doit attacher émotionnellement des gens qui ont des usages extrêmement divers. C'est ça. Ce qui fait que la technique de cliffhanger, ah mais qui a fait ça et on y répond la semaine d'après, fonctionne beaucoup moins. Et donc, si cette question vous intéresse et si cette question fait partie de vos interrogations sur la série télé, je conseille vraiment la vision de BoJack Horseman après le passage de la première saison qui effectivement est un peu difficile. Parce que BoJack amène énormément de points de réflexion. Il ne donne pas de solution. BoJack n'apporte pas une théorie sur ça, sur la spécificité de la série. Mais BoJack Horseman a l'avantage, dans sa qualité d'écriture et dans sa volonté en tant que série postmoderne en quelque sorte, de venir vraiment interroger la spécificité de la série et ce que permet la série pour ses personnages. Alors il y a plusieurs points que je trouve très pertinents là-dessus. C'est déjà le fait que elle se présente comme postmoderne puisque beaucoup de séries sont présentes dans la série. Ouais. La série commence par faire référence à une série 20 ans plus tôt. Il y a une mise en abîme totale, hein, donc, et c'est tout ça, du long. tout à fait. Et très régulièrement, BoJack va faire référence à des séries. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un personnage de série, BoJack, qui se définit comme personnage de série parce qu'il s'est jamais détaché de son rôle d'il y a 20 ans. C'est ça. Donc il se vit sous le format d'un personnage de série. Et un des gros enseignements qui tire de ça, c'est qu'on peut jamais être heureux parce que si on est heureux, la série prend fin. Ouais. Et fondamentalement, c'est quelque chose qui va beaucoup définir le personnage. Qui va être de... Si tout le monde va bien à un moment, si je vais bien à un moment, si je m'autorise à aller bien, en fait, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est pas comme ça qu'une série fonctionne. Parce que dans une série, c'est intelligent, hein, et c'est très intelligent d'avoir cette pensée-là, parce que techniquement, si une série télé garde son sentiment de quotidienneté, comme je le disais, bah... une saison entière sur le quotidien d'une famille qui va bien, c'est chiant en fait. Ça ne nous apporte rien. Il y a besoin qu'à chaque épisode, il y ait un nouveau problème qui vient se faire résoudre. Mais même dans des séries très légères, hein, comme Ma famille d'abord par exemple, mais les problèmes sont jamais graves, les solutions sont toujours très simples. Mais il faut les faire chier, quoi. Mais il faut qu'il y ait un problème. C'est ça. Faut que Junior fasse une connerie, sinon ça va pas, quoi. C'est ça. Donc ça commence par poser cette question-là du comment on fait quand on se définit comme un personnage de série. C'est que déjà on peut pas s'autoriser à être heureux. Et ça c'est déjà très important parce que ça nous montre un premier trope de la série qui va être effectivement ce besoin que la série continue. C'est très dur pour une série d'arriver à une fin. Personnellement je ne connais qu'une seule série qui a réussi vraiment à mettre une fin à tous ces personnages qui soit réellement une fin, c'est Mad Men. Parce que sinon, je ne connais que des séries qui ont... Et Breaking Bad. Mad Men et Breaking Bad, pour moi, amènent vraiment une fin. Parce que beaucoup des autres séries, je trouve, vont soit se précipiter, soit, et ça peut être très intelligent de le faire, on va laisser une fin ouverte, interrompre tout simplement la quotidienneté ou laisser dans la quotidienneté. Mais il y a très peu de séries qui sont capables de conclure les enjeux de leurs personnages parce qu'en fait, ça fait en général 5, 6, 7 ans qu'ils écrivent dans le but que ça ne se finisse pas. Mais après, justement, c'est Breaking Bad justement a été écrit pour se finir, donc c'est pas pour. Je suis un grand fan de Breaking Bad, mais voilà, Breaking Bad, sincèrement, c'est un film étiré sur 5 saisons. Mais comment on fait du coup pour être une série qui peut se consommer comme une série, c'est-à-dire qu'on peut en regarder 8 épisodes d'un coup puis s'arrêter avant la fin, avant le dernier épisode. Comment on écrit ça ? Ouais. Ben BoJack, je trouve, va amener à chaque épisode des éléments de questionnement sur ce qu'est une série, mais va aussi amener quelque chose qui, je pense, est assez nouveau, qui va être d'exclure au fur et à mesure son personnage principal. Ouais. Et je ne dis pas que c'est ça qui fait la spécificité de toute série, mais je pense que c'est un élément qui donne à voir ce que la série permet et qui est donc un élément de réflexion
sur ah oui mais comment ça se fait qu'une série permet ça et pas un film. Ouais. Le personnage de BoJack est fondamentalement, profondément dysfonctionnel. Il détruit toutes les relations qui l'entourent. Il ne va bien que quand les gens sont dépendants à lui. Ah mais c'est un vrai connard. C'est hein. un vrai connard, mais c'est un vrai L'épisode connard. que tu m'as montré, c'était dur. Hein. Mais c'est un vrai connard qui en a conscience et qui s'en veut, mais qui ne sait pas faire autrement. Sa relation avec Todd est fondée sur le fait qu'il va toujours prendre soin de lui sur un plan financier, mais toujours l'amoindrir sur un plan psychologique pour que Todd reste dépendant à lui. Ouais. Et il va passer son temps à dire qu'il veut que Todd déménage, mais si Todd déménage, lui s'effondre. Ouais, d'accord. Et c'est pareil avec Princess Caroline, c'est pareil avec Mr. Peanut Butter. Et en fait, il déteste tous les gens autour de lui parce qu'il ne sait pas aimer. Et quand il aime, il ne sait pas faire autrement qu'en détestant. Mais en même temps, s'il n'a pas ça, il n'est rien. Ok. Mais la série va amener quelque chose d'extrêmement intelligent qui va être, au fur et à mesure, tellement développer ses personnages secondaires. Souvent de manière très intelligente. Le personnage de Caroline va beaucoup se développer sur cette question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Todd a un développement qui est assez intéressant parce que Todd en fait a beaucoup de questionnements sur sa sexualité et son identité et trouve vraiment une paix quand il arrive à se définir comme asexuel. Ce qui le met en paix avec une définition d'homosexuel qu'on lui donnait, sur laquelle il se reconnaissait pas, mais en même temps il savait qu'il n'était pas hétérosexuel. Et donc il permet d'ouvrir ce débat-là sur l'importance aussi de parfois savoir se mettre dans une case si on se rappelle que cette case est sujet à évolution et n'est pas normative, n'est qu'un moyen pour les gens de se définir. Le personnage de Monsieur Peanut Butter va en fait montrer qu'on peut pas être heureux sans être névrosé. Et voilà, et chaque personnage va vraiment connaître des évolutions comme ça. Sauf qu'en fait, comme ce sont des personnages qui ne sont pas forcément des personnes bonnes mais qui luttent pour l'être, la conséquence logique est qu'elle laisse BoJack de côté. Et ça, c'est très dur pour une série de faire ça. J'ai mon personnage principal qui est fondamentalement mauvais et toxique. Ouais. J'ai des personnages secondaires qui veulent se développer et qui essayent de sortir de cette toxicité. Sauf que ça s'oppose au principe fondamental que la série traite et explicite, qui est oui mais ça peut pas s'arrêter. Je peux pas m'arrêter. J'ai besoin que mon personnage principal soit le personnage principal. J'ai besoin que ça résolve autour de lui. Et en fait, la série vient vraiment à partir de la saison 3 explorer cette difficulté, cette impossibilité. Ouais. On va vraiment avoir au fur et à mesure un personnage de BoJack Horseman qui évolue dans un environnement qui n'est plus le sien, qui est dicté, qui fondamentalement repose sur les dynamiques que les personnages secondaires lui donnent. Et lui traverse ça comme un fantôme, parce qu'il a complètement détruit toutes les relations qu'il pouvait avoir. Ouais. Mais en quoi ça reste encore un personnage principal ? Et en quoi, du coup, j'imagine, toi spectateur, pourquoi tu t'intéresses toujours à l'histoire de ce mec ? Mais c'est ça, parce qu'il arrive parfois que quand il arrive dans une scène, tu partages la gêne des personnages secondaires qui... Ouais, t'avais pas envie de le voir en fait. Ah, t'es là. Ouais. Ah, t'es là. Bah oui, en fait, c'est ma série éponyme. En fait, je m'appelle BoJack Horseman, donc ouais, je suis là parce que c'est ma série. Mais en tant que spectateur, des fois, ça peut t'arriver quand il arrive dans le cadre d'un personnage secondaire de partager ce putain, BoJack, t'es lourd, quoi. Ouais. Et il l'aborde dans l'épisode que tu m'as montré d'ailleurs, ce point-là. Tout à fait, d'une certaine manière. Encore une fois, c'est l'épisode 6 de la saison 5 qui est très introspectif et le personnage a conscience de ça. Mais c'est jamais lourd, hein. Je précise aux auditeurs qui s'en foutent des spoilers et qui nous écoutent. C'est sincèrement bien écrit, ouais, quoi. Mais c'est toujours très intelligent. En fait, c'est jamais lourd jusqu'au jour où ça le devient tellement que t'en chiales, quoi. C'est un peu ça. Et je pense aussi que la série, en tant que série, amène aussi une réflexion qui va être plus sur son aspect visuel. C'est une série qui va vraiment se permettre beaucoup de moments de bravoure. Comme je disais, il y a un épisode entièrement muet qui va se passer sous l'eau. La série rentre dans un visuel qu'elle n'a jamais traité auparavant. Ça, j'aime bien ça. Tu sais, quand tu regardes dans des vieilles séries, même des séries que j'aime pas, hein. Par exemple, j'aime pas Buffy contre les vampires, mais je peux pas enlever à Joss Whedon le fait d'avoir fait ça plein de fois. Dans Buffy, t'as un épisode comédie musicale. Oui, c'est ça. T'as un épisode où t'as des monstres qui leur enlèvent leur voix et pareil, tout est muet. Mais c'est quelque chose que David Arquette va beaucoup faire avec Community aussi, également. Community, alors là pour le coup je suis super fan de Community et ça, ça fait partie des trucs que peuvent se permettre une série que tu trouves pas forcément au cinéma et où je commence à être un peu déçu de voir que... Parce que j'ai le sentiment que ça se perd un peu, malheureusement. Vraiment, et c'est pour ça que je trouve que BoJack amène vraiment une fraîcheur là-dessus, qui va être de... En général, les avant-derniers épisodes de saison sont des épisodes qui sont très indépendants, mais ça peut arriver à n'importe quel moment de la série. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de la saison 3, quand l'épisode est sur BoJack, il ne peut être que sur lui. Parce qu'il ne peut être que sur quelqu'un qui n'a plus d'environnement.
Et il y a vraiment ce que j'appelle des moments de bravoure, c'est-à-dire des moments où c'est très étonnant de voir ça dans une série qui se veut extrêmement réaliste du point de vue de ses émotions. On va avoir des moments très comment dire, psychanalytiques, dans le sens où pendant cet épisode-là, le monde qui entoure BoJack n'est que son monde imaginal, le monde de ses représentations et de projections. C'est intéressant parce que donc à la base, tu vas voir BoJack pour t'attendre à une espèce de nouveau South Park et tu te retrouves devant un nouveau Soprano en fait. Donc c'est ça, complètement. Mais tu te retrouves face à une série qui va complètement explorer ce qu'elle est, jusqu'à pousser ses contradictions au point que ces contradictions deviennent son plot principal, mais qui va vraiment te mettre dans la gueule des moments d'émotion extrêmement forts et extrêmement bien écrits quant à leur réalisme. Mais ça encore, c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans les films, évidemment. Ouais, mais, bien sûr. Mais qui va vraiment se permettre ces moments complètement imaginales, complètement parfois psychédéliques, c'est quoi du point de vue de BoJack la réalité ? Ouais. Et en fait, c'est plus rien. Donc c'est le bordel. Donc on est dans des épisodes complètement fous. Ouais, d'accord. Je pense, mais c'est le cas de beaucoup des personnages. Je pense à notamment un épisode qui va se concentrer sur la difficulté qu'a Princesse Caroline à concilier vie professionnelle et vie personnelle, où on la voit se dédoubler constamment à chaque action qu'elle fait, avec un tic-tac qui devient de plus en plus prégnant, jusqu'à qu'on ait une immensité de Princesse Caroline qui viennent complètement... Ça j'aime bien, c'est des idées d'animation et visuel chouettes. C'est ça, et ça vient complètement oppresser et écraser la Princesse Caroline qui se retrouve complètement folle à cause de ce tic-tac, quoi. Et tu voulais aussi parler, parce qu'il y avait beaucoup de réflexions, donc là je pense qu'on a fait un bel éventail sur toutes les qualités de BoJack, mais tu voulais aussi parler de l'aspect réflexif sur qu'est-ce que je peux faire en tant que série, mais surtout en tant que série Netflix. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que t'as parlé aussi t'as parlé de série Netflix d'un point de vue entre guillemets spectateur, avec le binge watch, tout ça, mais pour les créatifs, donc les créateurs de BoJack, ils ont fait quoi alors, déjà il y a des gars qui sont basés dessus, qui vont être par exemple que comme ils savent que les gens vont difficilement arrêter l'épisode à ce moment-là, la phrase se commence à la fin de l'épisode. Avant le générique, on a le prochain épisode dans 5, 4, 3, 2, 1. Et ça fait un enchaînement parfait avec le début de l'épisode d'après qui finit la phrase. D'accord. Donc on a vraiment cette intégration du binge watching dans le format de la série. Mais en fait, on va surtout avoir des micro-intrigues par épisode qui sont propres à cet épisode, ce qui permet quand même de se remettre dedans facilement, puisqu'elles vont reposer les bases de où en sont les personnages d'un point de vue émotionnel et psychologique à ce moment-là, au travers du problème qu'ils vont rencontrer. C'est assez souvent mis en dérision, le personnage de Todd, à partir de, encore une fois, tout ce que je dis à partir de la saison 2 et 3, surtout à partir de la saison 3 qui est vraiment pour moi l'explosion conceptuelle de la série. Ce qui arrive à Todd est complètement absurde. Je veux dire, il va ouvrir la porte d'une voiture, il y a 15 clowns qui vont en sortir, qui vont lui refiler un brevet. Ah bah maintenant vous êtes actionnaire de cette entreprise qui vient de s'effondrer, vous êtes donc désormais l'actionnaire principal. Et donc Todd, l'épisode d'après, se retrouve CEO d'une entreprise à des millions, il comprend rien à ce qu'il fait, mais tu vois, et ça va être ça tout le temps en fait. Ça n'a aucun sens, il va se retrouver à faire des braquages alors qu'il sait même pas quoi foutre de... Enfin, mais... D'accord. Et la série se moque en fait de ce truc de c'est une série, il faut que ça aille vite, quoi. D'accord, ok. Mais voilà, donc l'idée va être de vraiment avoir une continuation de ton personnage sur un plan psychologique, au travers d'éléments qui vont être particuliers à cet épisode, mais à 2 et à 3 aussi, d'où le principe de binge watching. Ouais. Et ça permet, si tu veux, dans la manière dont la série se conçoit elle-même, je pense, de voir la saison comme une expérience unique et totale, mais une expérience qu'on vit au fur et à mesure de notre disponibilité psychologique en quelque sorte. C'est-à-dire que si ça va toucher certains points en particulier, on va avoir parfois besoin de faire une petite pause dans la série, mais on sera... Vous entendez peut-être mon chien en train de boire de l'eau. Hein. C'est la bonne franquette ici. On n'est jamais perdu dans la trajectoire émotionnelle du personnage au sein de la saison. Mais en fait, ça a peu de sens de considérer un épisode en lui-même, sauf quand c'est ces moments de bravoure d'un épisode qui va être complètement indépendant du reste, mais qui va souvent être le climax émotionnel de la série.
Ouais, parce que là pour le coup, et je peux témoigner, l'épisode que tu m'as montré justement sur les funérailles, il marche vraiment tout seul, quoi. Ah oui. On peut ne jamais avoir vu BoJack et être vraiment touché par un épisode qui se trouve en plein milieu de la saison 5. Ouais, franchement, et là-dessus, je peux confirmer que c'est super bien écrit. Donc du coup, si je devais reprendre un peu rapidement pour conclure les pistes de réflexion que BoJack amène sur ce qui fait la spécificité d'une série, ça serait que déjà en prenant en compte un personnage principal qui lui-même se définit comme personnage de série d'un point de vue intradiégétique, il vient beaucoup interroger la possibilité et la possibilité formelle pour un personnage de série d'exister dans le vrai monde et tous les problèmes que ça impliquerait, ne serait-ce que du fait qu'il s'interdit d'être heureux parce que sinon la série peut pas continuer, mais aussi de ce que ça implique sur sa définition de qui il est en tant que personne et ses rapports avec les autres. La série va beaucoup faire référence à d'autres séries, donc donner des points de réflexion de ce qui se passe dans l'intrigue au travers du format d'une série. La série va venir questionner son utilisation par l'écriture des épisodes qui vont beaucoup plus être dans l'évolution émotionnelle d'une saison que d'épisode en épisode, et du coup se servir des épisodes comme vraiment des moments de jeu, des moments de test visuels, parfois scénaristiques sur un personnage un épisode qui va complètement être la projection d'un rêve d'un personnage, voilà. Ouais. Et voilà, une série qui vient interroger aussi ce que ça veut dire d'être personnage principal d'une série par rapport à personnage principal d'un film. On ne peut pas imaginer un film dans lequel son personnage principal devient secondaire au fur et à mesure et vit la difficulté de devenir secondaire. Tu peux avoir des exceptions, mais ouais. Ouais, mais en fait, comment dire, on se retrouve à être obligé de jongler entre les perspectives pour que la série continue à avoir un sens. Ah ouais. Et je pense que là aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux retrouver ça dans un film, mais c'est encore une fois la manière qui va être différente et le ressenti qui va être différent. C'est ça. Et du coup, comment amener une quotidienneté à ton personnage, ce que vraiment permet une série fondamentalement. Les meilleures séries sont celles qui donnent une quotidienneté à leur personnage, je trouve. Selon moi. Même South Park le fait. Mais complètement. Le fait que cette quotidienneté, saison par saison, s'effondre, mais que c'est un réel impact sur la manière dont le personnage va se définir et vivre, ça fait pour moi de BoJack vraiment une expérience à part entière. Et jusqu'à la fin, je trouve vraiment que la série est très intelligente jusqu'à sa fin. Et le fait d'avoir une expérience entière d'une série qui va être belle du coup de par sa totalité en tant qu'expérience, et qui va vraiment te faire dire ah ouais, ok, là j'ai vu une série, j'ai pas vu comme Breaking Bad un très long film qui a pris le temps de poser ses enjeux, ou comme Soprano, moi j'ai vu une suite de 80 films qui faisaient un bel ensemble. Là j'ai vu une série dans son intégralité. D'accord. Qui m'a porté émotionnellement au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait pour moi que je conseille vraiment le visionnage de BoJack quand on s'interroge sur qu'est-ce qui fait la spécificité d'un médium, comme je conseille de jouer à Zelda Breath of the Wild quand on se demande qu'est-ce qui fait la spécificité d'un jeu vidéo, ou de regarder Avatar quand on se pose la question qu'est-ce qui fait la spécificité d'un film. Ok, bon bah écoute, moi ça m'a paru très clair, j'espère que ça l'aura été pour la plupart des auditeurs, pas des éditeurs. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce premier épisode. Les prochains devront arriver assez rapidement. Donc c'était un podcast qui vous est proposé par Exploitation Prod. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, il y aura des liens dans la description. Mais dis-moi Roman, comment les gens peuvent-ils nous montrer leur soutien à leur manière ? Mais enfin, il y a plusieurs solutions. Mais quelles sont ces solutions ? Mais déjà tu peux partager. C'est si vrai. Ça t'a plu. Ah ouais. Tu peux lâcher un petit like pour le référencement. Ah, ça c'est bien, ça c'est la qualité. Mais ça aussi, si tu le souhaites et si tu peux, surtout parce qu'on jette la pierre à personne, on a un Tipeee. Mais incroyable. Et les tipeurs, mais on les aime en plus. Mais alors là, mais les tipeurs, on les aime tellement. Les tipeurs, tu peux t'abonner, donner un petit peu tous les mois, comme tu peux donner un coup de temps en temps. Eh oui. Et quand tu donnes un coup de temps en temps, tu peux avoir des contreparties. Incroyable. Donc peut-être que là, au moment où j'enregistre et que ce sera mis en ligne, il n'y aura peut-être pas encore de contreparties, mais elles arriveront. Elles arriveront. Et là, ça va être bien quand même. Ça va être vachement bien. Donc on aime tout le monde, on aime tous les gens qui écoutent ce podcast, mais on aime beaucoup les tipeurs. Mais on aime beaucoup les tipeurs, c'est ça. C'est ça. Donc à la prochaine et prenez soin de vous et surtout regardez BoJack Horseman apparemment. Allez, bisous. You know, Cookie BoJack, bing bang, bing bang, bing, ding ding ding.